Des robots qui tuent. Au cinéma, ils annoncent un avenir qui a très mal tourné. Or, ce n'est plus de la science-fiction. La demande pour les robots croît très vite. Les robots peuvent sauver des vies. Les avions téléguidés permettent de faire étalage de sa puissance sans se montrer vulnérables. Que se passe-t-il quand des robots armés peuvent penser de manière autonome? On va envoyer des robots dans un secteur et s'ils y trouvent quelqu'un, ils vont le tuer. Qui les utilise? Et comment? D'après les lois de la guerre, ils commettent un meurtre. Quelles en sont les répercussions pour nous? C'est une technologie incroyable, élégante, à la fine pointe. Et c'est pour ça que les scientifiques y travaillent avec enthousiasme. Mais on pourrait le regretter plus tard. On évolue vers des systèmes plus autonomes. Et il faut se demander, jusqu'où va-t-on leur permettre d'aller? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est possible de tuer quelqu'un aux antipodes en temps réel, de manière télécommandée. Les véhicules aériens télépilotés sont prêts à décoller d'une base aérienne sûre, en Afghanistan. Le drone, un Predator ou un Reaper, décolle automatiquement. Il est en liaison avec l'opérateur de la base aérienne de Creech, au Nevada. L'opérateur ne pilote pas le drone, il lui indique simplement où aller. Le Predator peut suivre une cible pendant plus d'une journée, sans interruption. Doté de caméras optiques à infrarouge et radar, il voit au travers des nuages et dans l'obscurité. Les données du drone sont acheminées selon la chaîne de commandement, du Pentagone aux soldats, au sol. Les drones sont armés de missiles Hellfire. Parfois, ils observent, parfois, ils tuent. On peut les utiliser de diverses manières. On peut suivre une cible précise, déceler les mouvements, déterminer qui entre et qui sort d'un lieu précis, et ensuite, on peut réagir à cela. Des victimes sans visage, aucun dommage visible et sans risque pour les soldats. Rien d'étonnant que le drone robotisé soit en train de devenir l'arme de prédilection. Juste en 2009, dans l'armée de l'air, on a formé plus de pilotes d'avions télépilotés que de pilotes de chasseurs et de bombardiers. Le nombre de patrouilles d'avions de combat télépilotés a plus que triplé. Il est clair que la demande a augmenté et elle continue de croître. Les drones marquent le début d'un changement majeur dans la conduite de la guerre. Il y a de plus en plus de systèmes robotiques en exploitation ou projetés. On est allé en Irak avec une poignée de drones, d'avions sans pilote ou télépilotés, peu importe le nom. Notre inventaire militaire en compte maintenant plus de 7000. On n'avait aucun véhicule terrestre sans pilote. On en a maintenant plus de 12 000. Et les États-Unis ne sont qu'un des joueurs de cette révolution du téléguidage. 43 autres pays fabriquent, achètent et utilisent des robots militaires. Peter W. Singer est le directeur de la 21st Century Defense Initiative de la Brookings Institution. Son dernier livre traite de l'essor de la robotique dans les conflits. Ce qui se passe est d'une importance capitale, non seulement dans l'histoire de la guerre elle-même, mais sans doute aussi dans l'histoire globale de l'humanité. On voit la guerre à travers la lentille de l'histoire, avec ses batailles formelles entre pays menées par des militaires. Mais la guerre n'est plus du tout comme ça. Dans bien des cas, la conduite de la guerre est dite asymétrique, contre des insurgés ou des forces de guérilla qui ne sont pas un pays, où un camp possède la puissance, la technologie, le pouvoir financier, et l'autre camp mise sur des combattants très motivés au sol. Les insurgés sont réticents à affronter directement une force supérieure. Dissimulés parmi les civils, ils ripostent avec leurs fusils, leurs missiles et une arme simple mais meurtrière, l'engin explosif improvisé. Les EEI sont fabriqués de tout ce qui explose et amorcé par un fil piège ou un téléphone cellulaire.
Ils sont difficiles à repérer et à désamorcer. Et ils sont meurtriers. « 63% des morts de soldats canadiens ont été causés par des engins explosifs improvisés. Ces armes rudimentaires sont conformes à l'objectif principal des guerres d'insurrection. Tuons un grand nombre d'occupants et ils vont partir. Mais on peut maintenant contrer cette menace. L'armée nous dit que 52% de ces victimes résultent du premier contact avec l'ennemi. Nous disons, quel bel emploi pour un robot. Les robots peuvent sauver des vies. Ça a changé bien des choses. En 2003, quand j'étais en Irak, les blessures étaient minimales dans le camp qui utilisait des robots, alors qu'elles étaient catastrophiques dans le camp qui n'avait pas de robots. Des gars m'ont dit que des robots leur ont sauvé la vie, et leur sauvent encore la vie. Ça pouvait tuer un soldat. Ça aurait pu être un soldat. C'est le grand atout des systèmes télépilotés. On les utilise et on n'a plus à écrire à la mère d'un soldat mort. C'est sensé, d'une logique parfaite. La demande de robots de guerre a engendré un boom dans l'industrie de la robotique. Bienvenue à l'AUVSI, le Salon international des systèmes téléguidés. Les milliards de dollars des dépenses militaires poussent les entreprises, grandes et petites, à faire des bonds technologiques incroyables. C'est un aéronef télépiloté à décollage et atterrissage vertical. Il tient dans une mallette standard. Ces émetteurs d'ultrasons émettent des clics, comme une chauve-souris. C'est la première fois qu'on montre ces véhicules au public. On le dote de plusieurs fonctions pour le rendre intelligent. Des choses comme la détection des obstacles et le ciblage, afin que l'avion puisse suivre une cible de manière autonome. La personne lui dit ce qu'il doit faire, pas comment le faire. L'avion n'est pas télépiloté. Il n'y a personne qui le dirige à l'aide d'une manette. Les avions sont très autonomes. Il est doté d'un laser éblouissant afin d'attirer l'attention. Si ça ne fonctionne pas, il possède une arme meurtrière, une mitrailleuse M240. Le système est si facile à utiliser qu'il est à la portée de tous. Le robot militaire le plus connu dans le monde est le Predator de General Atomic. Ça a été le premier drone armé. En 2001, ils ont effectué leur premier tir. Puis, il y a eu les attentats du 11 septembre. Et le fait qu'on dispose d'une capacité d'armement s'est avéré très pratique, si l'on veut. Le magazine Air and Space du Smithsonian a classé le Predator parmi les 10 avions qui ont changé le monde. Il a changé considérablement la manière de mener une guerre. Webster's Field, dans le Maryland. Sur une base sécurisée, la marine américaine expose ses nouveaux aéronefs télépilotés. Des représentants des armées du monde entier sont là, intéressés à la révolution robotique. Pour les industriels, c'est une rare occasion de montrer leur système à l'œuvre. Nous vous montrons en vol aujourd'hui un système de microbolomètre non refroidi, conçu pour la protection des missions dans les montagnes de l'Afghanistan. C'est remarquable. Quand on assiste à ces démonstrations, on voit que depuis 4 ou 5 ans, ces systèmes ont évolué considérablement sur le plan de la maturité. La croissance se poursuit dans presque toutes les catégories, sur le plan des ressources et de la technologie. La croissance est là, c'est certain. On assiste au foisonnement de systèmes télépilotés, oui. C'est incroyable. Le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la France, l'Italie, l'Allemagne, tous les grands pays sont très engagés dans la mise au point et l'acquisition de systèmes télépilotés. Le Congrès a statué que le tiers des effectifs militaires devrait être sans personnel en 2015. Si nous avions ce problème, que ferions-nous? C'est un programme militaire, un grand programme, des milliards de dollars. Et en sous-traitance, il fallait notamment construire un système de navigation autonome. De la taille d'une Jeep jusqu'au grand véhicule de frappe, nous avons toute une gamme de tailles diverses à la division des tanks de l'armée.
Vous verrez des véhicules terrestres sans pilote en liaison avec des aéronefs télépilotés, de sorte que pour la première fois, les combattants auront la vision du haut des airs, au sol même, et en 3 dimensions. Les choses changent donc très vite, et nous sommes contents de participer à cet avenir. L'utilisation des drones sans équipage croît dans toutes les armées du monde. Depuis 2 ans, le recours aux drones dans les forces canadiennes a décuplé. Et on utilise maintenant des micro-drones, beaucoup plus petits. Mais les États-Unis mènent encore la révolution robotique. La plupart des robots ont une seule fonction. La prochaine étape, c'est le robot multitâche. Voici le Bear, un robot humanoïde doté de mains et de jambes. Il peut remplacer les humains et accomplir les tâches salissantes, dangereuses et ennuyeuses. Le Bear a d'abord été conçu pour secourir les soldats blessés sur les champs de bataille. Il peut soulever 225 kilos et transporter rapidement un soldat en lieu sûr. On travaille à la mise au point du Bear depuis 2005 et on en a réalisé plusieurs prototypes. On en est à la version 7.2. Il a 2 jambes articulées. Les gens ont vite compris que si on peut construire un robot capable de secourir une personne dans un immeuble en feu ou sur un champ de bataille, on pourra lui confier plusieurs autres tâches. Charger et décharger les camions, transporter le matériel des soldats. Le genre de choses que ce robot peut faire suscite beaucoup d'enthousiasme. Les militaires américains consacrent des milliards de dollars au système de robotique avancé, comme le Bear. Mais ses concepteurs insistent. C'est un ours amical. On reçoit plein de commentaires sur l'apparence du Bear. Sa tête est mignonne, mais c'est une machine imposante. Nous avons une vision très différente des robots. Le Bear est là pour sauver des vies et rendre le monde plus sûr. J'approuve pleinement l'approche de Vecna. L'idée que le Bear secourt les soldats blessés sans risquer la vie des autres. Mais le même robot pourrait aller quelque part et exploser s'il y trouve quelqu'un. Si on accepte l'argent des militaires pour mettre au point un robot en se disant qu'il ne va pas servir à tuer des gens, on s'illusionne. Verra-t-on des combats de robots? Oui, je le pense. Vous savez, l'histoire nous enseigne que tout système militaire passe de la reconnaissance tactique aux frappes. Les robots terrestres sont déjà armés. Le Mars est un robot de combat télépiloté, doté de plusieurs caméras, de vision nocturne et d'imagerie thermale infrarouge. Il va plus vite qu'un humain qui court et il peut déployer une force meurtrière. Le Mars est armé de 4 lance-grenades et d'une mitrailleuse M240 pouvant tirer 400 balles. Les robots terrestres armés sont relativement récents par rapport aux drones Predator, dotés d'armes depuis 2001. Le nouveau drone Reaper peut transporter 7 fois plus de missiles. Pour les militaires américains, les drones armés sont un outil indispensable. Il ne s'agit pas simplement de la guerre de demain, mais de la guerre d'aujourd'hui. Les Predators et les Reapers sont sur les champs de bataille actuels. Quand on examine la manière dont on tue, si on a une plateforme armée qui permet de voir la cible, pourquoi ne pas abattre cette cible? Depuis 5000 ans, l'humanité a le monopole de la conduite de la guerre, et il s'érode de notre vivant. On voit les méchants à l'écran, on les voit partir en mission peut-être, puis on va luncher au Taco Bell du quartier. C'est un peu surréaliste. Ne dépasse-t-on pas la limite? Est-ce correct d'utiliser des systèmes qui renforcent le jeu? Veut-on de ce genre de mentalité quand il s'agit de tuer d'autres humains? Jody Williams a reçu le prix Nobel de la paix en 1997 pour sa participation à l'organisation de la campagne internationale contre les mines terrestres. On doit tenir compte du tort que l'on cause. Et quand on peut rester au Nevada
et tuer des gens à une dizaine de milliers de kilomètres de là. Je pense que c'est contraire à l'éthique et immoral. Avec la technologie robotique, le champ de bataille peut ressembler à la réalité virtuelle. Mais au sol, ce n'est pas un jeu. C'est bien réel, avec une dimension terroriste. Le journaliste du New York Times, David Rode, a vécu ce cauchemar. En 2008, les talibans l'ont kidnappé. Il a été détenu dans les régions tribales du Pakistan. Pendant 7 mois, Rode a craint d'être tué par les talibans ou par un drone américain. On peut entendre les drones qui volent là-haut. On dirait un petit avion à hélice qui décrit des cercles. On ne les voit pas clairement dans le ciel et ils peuvent tourner là-haut pendant des heures. Rode a été déplacé plusieurs fois. À bord du véhicule, il était plus vulnérable, plus exposé et il risquait davantage d'être frappé. Ils étaient nerveux quand ils se déplaçaient en voiture. Ils se sentaient constamment épiés et ça engendrait une véritable paranoïa chez les talibans. Il n'y avait aucun avertissement et on n'avait pas la moindre idée de l'endroit où le missile du drone allait frapper. On a entendu un drone là-haut, puis à la dernière seconde, le son d'une sorte de missile qui a fendu l'air, puis une très grande explosion. Ça s'est produit si près que le shrapnel du missile a atterri dans la cour où nous étions. Le missile Hellfire a détruit une voiture devant la maison où Rode était détenu. Les 7 talibans qui s'y trouvaient sont morts. Les militaires maintiennent qu'ils n'utilisent les drones que contre des ennemis connus. Mais les insurgés restent dans des régions populeuses et il y a inévitablement des morts parmi les civils. Les dommages collatéraux, comme on les appelle, sont toujours controversés. La guerre robotisée ne fait qu'aggraver cette situation. L'aspect intéressant du débat sur les attaques menées par des drones dans des endroits comme le Pakistan, c'est la manière dont on en mesure l'efficacité. D'après un critère, elles sont d'une efficacité incroyable. On a tué ainsi plus de 20 dirigeants d'Al-Qaïda et de groupes alliés sans exposer un seul soldat ou un pilote au danger. Le problème, c'est qu'il y a d'autres mesures de l'efficacité sur place. Comment perçoit-on le fait d'envoyer des robots se battre à votre place sur le terrain? Pour les talibans, le recours aux drones était de la lâcheté. Ils y voyaient l'indice que les soldats américains ne voulaient pas aller sur le terrain les combattre face à face. Par exemple, l'une des contre-mesures les plus meurtrières aux robots armés de mitrailleuses, ce n'est pas un taliban armé d'un AK-47. C'est l'envoi par les talibans d'un petit garçon de 6 ans avec de la peinture aérosol. Ça leur coûte 40 cents et ils déjouent votre système. Et cela vous place devant un dilemme terrible. Les laisser invalider votre système ou abattre un enfant de 6 ans. Ces choses sont vraiment complexes. Ma crainte, c'est qu'on tombe dans le même piège que les Israéliens. Ils mènent des frappes très efficaces et ils tuent des dirigeants du Hamas. Mais ils sont très mauvais quand il s'agit d'éviter qu'un enfant de 12 ans veuille se joindre au Hamas. On peut remporter la guerre avec des armes téléguidées, mais peut-on gagner la paix? Peut-on conquérir le cœur et l'esprit des gens? Le recours aux robots fait face à un défi important, et ce n'est pas la technologie. Les gens sont perturbés à l'idée du robot tueur, à tel point que c'est devenu un enjeu majeur pour les militaires. J'ai lancé des missiles sur le terrain. J'ai aussi choisi de ne pas y recourir. Je vois de nombreux articles de journaux qui traitent parfois des systèmes autonomes, des robots prédateurs. À la base Creech de l'armée de l'air, on a manifesté contre les robots autonomes qui tuent des gens. Ça ne se fait pas de nos jours. J'ai lancé ce missile en Irak et ce n'était pas un prédateur.
Les systèmes complètement autonomes sont le défi de l'avenir. Je suis ici pour vous dire que la communauté mondiale n'aime pas les systèmes complètement autonomes. On discute d'un enjeu d'ordre public très important à propos des robots. Dans les faits, cette technologie ne va pas disparaître. Ni aux États-Unis, ni dans les 43 autres pays qui utilisent la robotique militaire. On a des armes autonomes de plus en plus perfectionnées. Qu'est-ce que ça laisse présager? Je trouve ça terrifiant. Il est intéressant de voir les parallèles historiques que les gens font avec la situation actuelle et le recours à divers exemples. Certains la comparent à l'essor de l'ordinateur. Par exemple, Bill Gates dit que la révolution robotique actuelle en est au stade de l'ordinateur de 1980 environ. C'est massif, encombrant, limité à quelques fonctions, l'armée finance la majeure partie de la recherche et du développement, et puis ça décolle. Et on cesse d'appeler ça un ordinateur. J'ai un ordinateur dans ma cuisine, je dis que c'est un four à micro-ondes. Or, on assiste maintenant à la même chose avec les systèmes télépilotés. C'est une technologie incroyable, élégante, à la fine pointe. Et c'est pour ça que les scientifiques y travaillent avec enthousiasme. Mais on pourrait le regretter plus tard. Personne ne connaît mieux la guerre qu'Israël. Ce pays a été en conflit depuis sa naissance, contre d'autres pays et contre une insurrection intérieure. Malheureusement, nous nous battons depuis 60 ans et nous devons constamment être en avance par rapport à nos ennemis, créer des systèmes qui nous permettent de défendre notre pays. La demande pour les aéronefs télépilotés augmente exponentiellement. Israël a opté pour l'avantage tactique de la technologie. Israël a été le premier pays à utiliser des drones au combat. Son expertise en robotique a engendré un marché d'exportation prospère. Voici le dernier poste de notre chaîne de fabrication. On y assemble les aéronefs, les systèmes terrestres, les charges utiles et les moyens de communication. Notre cahier va nous tenir occupés pour 2 ans et demi. Nous avons une gamme de systèmes, petits, de taille moyenne et grands. Le concept, c'est que peu importe leur taille, ils soient très simples à utiliser. Le changement en matière de robotique militaire, les aéronefs télépilotés surtout, mais aussi les robots terrestres, prend du temps, mais on ne peut pas l'arrêter. Ce robot est appelé iDrive et il est fabriqué en Israël. Avant d'envoyer les soldats, on envoie le robot. Si le robot saute, on en achète un autre. Les soldats se sentent plus rassurés quand ils entrent dans l'immeuble. J'espère qu'à l'avenir, le robot pourra abattre la personne qu'il a dans sa mire. Les soldats pourront accomplir leur travail de manière plus sûre et plus facile. Malgré son perfectionnement et la rapidité de son évolution, la robotique actuelle est encore naissante. Les aéronefs télépilotés d'aujourd'hui en sont au stade des avions avec équipage des années 1920. Nous commençons tout juste à exploiter leurs capacités. S'il s'agit d'une technologie naissante, comment les militaires voient-ils son avenir? Vont-ils construire des robots capables de penser et même de décider qui tuer? Quand les gens pensent aux robots, ils pensent aux Terminator. Je ne serais pas si inquiet si nous avions des Terminator, car ils sont intelligents. Si je devais comparer les robots actuels aux Terminator ou à une machine à laver, je dirais que les robots actuels sont beaucoup plus près de la machine à laver que du Terminator. Les robots terrestres en usage sur les champs de bataille actuels ne sont pas autonomes. Ils sont uniquement téléguidés. Actuellement, il y a un lien direct entre le robot et l'opérateur. L'humain doit se concentrer et guider le robot sur le terrain, à chaque étape, pas à pas. Les aéronefs télépilotés ont beaucoup plus d'autonomie. Ils volent pratiquement seuls.
On a une carte infographique C4 en 3D du lieu, les aéronefs télépilotés et chacune des vidéos en 3D sur cette carte. Tout se fait automatiquement. Je n'ai pas à piloter l'aéronef. Juste à pointer, cliquer. Les drones peuvent s'adapter à l'environnement. Ils réagissent à la vitesse du vent et aux conditions météorologiques sans la moindre intervention humaine. Les robots terrestres ont des parcours plus compliqués. Mais grâce au progrès en matière de détection et d'évitement des obstacles, ils ne sont pas si loin derrière les aéronefs. L'aspect le plus stimulant de la robotique actuelle, c'est qu'on y intègre plus d'intelligence et d'autonomie afin que les robots fassent une plus grande partie du travail et pensent davantage par eux-mêmes. Ronald Arkin dirige le laboratoire de robotique mobile de Georgia Tech. Je m'intéressais beaucoup aux moyens de doter les machines d'intelligence. Et on a commencé à obtenir des résultats en tant que collectivité. Le fait de ne pas comprendre ou de ne pas savoir comment y parvenir ne signifie pas que ce soit impossible. On va accepter l'autonomie de manière graduelle. On va donner de plus en plus de pouvoir à ces systèmes, notamment à cause des changements constants sur les champs de bataille. On implante de plus en plus l'autonomie à la pointe de frappe, où ces décisions devront être prises par ces machines. Le robot de l'avenir n'aura pas besoin d'opérateur. Juste d'une personne qui lui donne quelques directives. Le Bear jouerait probablement le rôle d'un bon adjoint. On lui indiquerait l'objet qu'on veut déplacer, une boîte par exemple, et on dirait au robot « soulève cette boîte ». Le robot planifierait lui-même l'accomplissement de la tâche. Après avoir déplacé la boîte, il vous demanderait « que voulez-vous que je fasse ensuite ?» Si la réponse était « mets la boîte là-bas », vous lui en donneriez l'ordre et le Bear ferait ses autres tâches. L'opérateur pourrait diriger un seul Bear, mais on peut envisager qu'un seul opérateur dirige plusieurs Bears. Le Graal de la robotique militaire est le système entièrement autonome. Un robot qui n'a besoin d'aucune intervention humaine, doté de vision nocturne et capable de reconnaître les visages. Un robot plus rapide et plus fort que tout soldat. Une armée de ces robots serait invincible. On évolue vers des systèmes plus autonomes. Et on doit se demander, jusqu'où va-t-on les laisser aller? Il ressort clairement des documents militaires que j'ai lus depuis 6 ou 7 ans que l'autonomie est l'objectif final. Ce n'est pas étonnant. Tout le monde pense qu'on se dirige vers cela, et peut-être plus vite qu'on ne le pense. Ils ne ressentent pas de fatigue. Ils ne deviennent pas irrationnels ou émotifs. Ils font juste leur travail. Et le fait que le robot X19 ait vu qu'on a sorti le X18 hier ne va pas le perturber. Il va continuer à faire son travail. Mais qu'advient-il lorsque des robots autonomes tuent? Les militaires soutiennent qu'un être humain va toujours prendre la décision finale. Il y aura toujours un humain dans le circuit. Il n'y a aucune propension à confier la conduite de la guerre à un groupe de systèmes automatisés. Ça n'arrivera pas. Ce mantra de l'humain dans le circuit, on l'entend si souvent que c'est presque comme un catéchisme qu'on récite pour se réconforter. Mais l'ironie, c'est qu'on change sans cesse ce que signifie être dans le circuit. Les humains ne peuvent prendre que quelques décisions à la fois. Si un opérateur envoie au combat plusieurs robots qui doivent tous prendre des décisions ultra rapides, l'humain est le maillon faible. Ils devront décider instantanément s'ils abattent ces personnes ou non. Et je pense que ce sera impossible qu'une personne fasse cela. Ils ne vont donc pas tarder à rendre cela autonome. Les humains sont lents. À titre d'exemple, les systèmes de ciblage acoustique peuvent localiser l'origine d'une balle en quelques microsecondes. Lorsque les robots seront intégrés au champ de bataille, leur rapidité sera bien plus grande que la nôtre. Le fait d'avoir des gens dans le circuit ralentit les choses. Notre cerveau fonctionne à une cadence fixe. Mais nos cerveaux nous donnent un avantage par rapport aux robots. La capacité de raisonner. Le jugement humain est critique lors des opérations au sol. La technologie actuelle ne peut pas encore programmer ces processus décisionnels dans un robot armé.
Par exemple, des Marines qui se tenaient près d'une ruelle ont aperçu des insurgés. Aussitôt alertés, ils ont pointé leur mitraillette vers eux, mais ils ont remarqué qu'ils portaient un cercueil. Ils ont donc baissé leur mitraillette, retiré leur casque, incliné la tête par respect, et ils les ont laissés passer. Un robot saurait-il faire cela? On pourrait bien sûr le programmer « Ne tue pas des insurgés qui portent un cercueil », et les insurgés du monde entier s'empresseraient de porter un cercueil. Les humains peuvent commettre des erreurs, mais le robot n'a pas la moindre notion du sens commun. Il aurait même de la difficulté à reconnaître un ennemi. Si on parvenait à convaincre tous les insurgés de porter de grands vêtements rouges vifs, on pourrait les reconnaître. Mais actuellement, il serait impossible de réaliser un système de vision capable de faire la distinction entre un enfant et un soldat. Quand les humains commettent des erreurs à la guerre, ils en sont généralement tenus responsables. Mais si un robot fait une erreur fatale, qui est responsable? Ce degré d'autonomie et cette répartition du commandement et du contrôle soulèvent plusieurs enjeux en matière de responsabilité. Ça rend la chaîne de commandement très difficile à cerner. Si ça ne cadre pas avec les règles d'engagement qui ont été programmées, qui a commis le crime de guerre? Il est clair qu'il y a crime de guerre, mais doit-on l'imputer au concepteur du système ou à la personne qui l'a programmé en vue de cet engagement? Est-ce à la personne qui l'a formé, qui lui a appris à reconnaître divers genres de cibles? Sur le plan de la pensée et de l'action, les robots se rapprochent des humains. Mais cela complique les enjeux en matière de responsabilité et d'éthique. Et maintenant, on met au point un nouveau genre de robot de combat doté d'une forme d'intelligence artificielle qui n'a plus rien à voir avec la logique des humains. C'est presque comme une colonie d'abeilles ou de fourmis ou une meute de loups. Le commandement et le contrôle sont répartis, mais la puissance de feu est concentrée. Chacun prend de petites décisions, mais quand ils ont trouvé leur cible, ils l'entourent et ils la terrassent. C'est une guerre d'un tout autre genre. C'est ce qu'on appelle un essaim, un groupe de robots qui n'a qu'un but. C'est une entité de plusieurs éléments dotée d'un cerveau collectif, comme une colonie. Il n'y a pas de commandement centralisé dans un essaim de robots. De par sa nature, l'essaim ne peut pas être contrôlé par un humain. Ils s'organisent eux-mêmes de manière intelligente et se comportent de manière cohérente et très cool. Par exemple, s'il s'agit de franchir l'embrasure d'une porte, ils négocient entre eux sans qu'aucun leader ne leur dise « tu passes le premier et tu suis ». Ils décident entre eux qui va passer le premier puis le deuxième, sans direction ou prise de décision centralisée. C'est très difficile. Quand l'essaim est assez grand, il devient presque impossible qu'un humain y prenne part. Il peut l'envoyer et le rappeler, mais il ne peut pas voir ce qui se passe. Il y a trop d'images, trop de données. L'étape suivante, c'est l'autonomie complète. Si on envoie des robots dans un secteur et qu'ils y trouvent quelqu'un, ils le tuent. Quand on passe aux essaims, on envisage un opérateur peut-être. Il programme l'essaim qui a alors le potentiel d'avoir des effets multiples sur plusieurs cibles. L'étape suivante sera de combiner la technologie de l'essaim aux micro-véhicules et aux aéronefs autopilotés. Et ça ne va pas tarder. En 2015, notre objectif à court terme est de présenter un aéronef autopiloté de la taille d'un oiseau, partiellement semi-autonome et partiellement téléguidé, pendant une semaine. Nous copions les animaux parce qu'ils sont là, autour de nous. Ils ont démontré qu'ils peuvent voler dans ce milieu, dans diverses situations. L'un de nos objectifs pour 2030 est de faire fonctionner un essaim de ces véhicules. Ce n'est pas de la science-fiction, mais de la science inusitée. La mise au point d'essaims dotés d'autonavigation, de reconnaissance des visages et de forces létales est probablement inévitable. Mais va-t-on les utiliser avant qu'ils soient dotés de raison et de discernement?
Il n'y a aucune possibilité que les gens attendent de pouvoir les doter de discernement. On pourrait, avec la meilleure volonté du monde, ne pas vouloir s'en servir. Mais s'il y a un conflit majeur et si les autres utilisent des robots contre vous alors que vous possédez cette technologie, vous allez y recourir. C'est ce qu'on fait toujours. Si les militaires avaient des robots armés complètement autonomes, les utiliseraient-ils? De manière générale, si la cible est légitime et si on se conforme à la loi de la guerre, la manière de le tuer lui ou elle n'a pas d'importance. Si on pouvait le faire sans aucune effusion de sang, et si on avait un système d'armement autonome capable de terroriser les milices, au Soudan et partout ailleurs, l'effet serait-il bénéfique? Peut-être. Je n'aime pas qu'un grand nombre d'Américains meurent en tentant cela. Je peux accepter que ces gens-là meurent tous. Je ne peux pas imaginer que ce sera plus facile pour eux quand on aura des armes autonomes, que personne n'ira se faire tuer, que tous les autres seront tués et on pensera que c'est correct. Les drones font des erreurs. Ils peuvent échouer, ils ont des problèmes de communication, ils s'écrasent. Le problème, c'est que le drone n'a rien d'humain. C'est un tueur à bouton poussoir. C'est étonnant. Des personnes qui sont au Nevada appuient sur des boutons et tuent au Pakistan. Ils tuent essentiellement des civils. 9 fois sur 10. Ils sont prêts à tuer tous les participants à une noce pour éliminer un seul homme. Selon moi, c'est une manière horrible de faire la guerre. Il faut bien se dire qu'à moins de rester éternellement en Afghanistan, nous ne survivrons jamais aux insurgés. Il faut aussi savoir que de 25 à 30 000 talibans, sans aviation, sans marine, sans tank, sans artillerie, sans drone, résistent à la force militaire la plus puissante du monde. Our constitutional right to be here and to say what we feel and think in a free country that I fought for supposedly. Ces manifestants se mobilisent contre une opération qu'ils présument militaire. Mais la CIA ne fait pas partie de l'armée. Le potentiel de la technologie elle-même fait en sorte que des gens qui n'ont pas de formation militaire commencent à prendre des décisions de nature militaire. Je crois que la CIA a ainsi l'occasion d'entreprendre un nouveau chapitre majeur de son histoire au service de la nation. Le directeur de la CIA est un ex-membre du Congrès de la Californie. C'est sans doute un gars formidable, mais ça ne signifie pas qu'il ait la formation et l'expérience requises pour déterminer la légitimité d'une frappe aérienne. Depuis 1 an et demi, il y a eu plus de raids de drones au Pakistan que de frappes aériennes de bombardiers avec équipage durant la guerre du Kosovo, il y a juste une décennie. D'après ce baromètre, nous sommes donc en guerre. Mais contrairement à la guerre du Kosovo, il n'y a pas eu de débat au Congrès, dans nos parlements ou aux Nations Unies. Les médias n'en parlent pas sans répit comme lors de la guerre du Kosovo. On la mène parce qu'on considère qu'elle ne nous coûte rien. Les talibans et les dirigeants d'Al-Qaïda ont fui l'Afghanistan et ils se cachent dans les régions tribales éloignées du Pakistan. L'armée américaine ne peut pas envoyer de soldats ou d'avions pilotés au Pakistan sans une déclaration de guerre formelle. Mais un missile Hellfire lancé à 6000 mètres d'altitude atteint sa cible sans risque de représailles. Cette solution semble parfaite quand on est à l'antipode. La guerre est la guerre. On ne peut pas prétendre qu'elle ne tue personne, nier l'effusion de sang, la mort, la violence et l'énorme peur. Les drones n'éliminent pas cela. Ils font juste en sorte que ça semble plus antiseptique à certaines personnes. Les raids des drones de la CIA ont commencé pendant les années Bush.
On les a jugés si efficaces que le gouvernement Obama a intensifié considérablement ce programme. We have a clear and focused goal to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda in Pakistan and Afghanistan. Il n'y a même pas de guerre déclarée au Pakistan. De nombreux drones sont pilotés, enfin lancés par des agents de la CIA. Ce ne sont pas des combattants en uniforme. Ils pourraient être traduits devant un tribunal pénal international et ils commettent des meurtres. En termes stricts, d'après la loi de la guerre, ils commettent des meurtres. La CIA maintient que les raids des drones au Pakistan sont légaux et bien surveillés. Mais on ne sait pas clairement comment les règles de la guerre s'appliquent aux raids de drones de la CIA. Le choix des cibles de l'armée est soumis à des règles strictes. Mais la CIA fonctionne sous le voile du secret. On ne connaît pas la procédure précise selon laquelle ils décident de mener un raid. Comment ils déterminent, par exemple, s'il y a trop de civils ou non. Et le plus important, les personnes qui prennent ces décisions ont-elles la formation et l'expérience requises? Les Nations unies voulaient des réponses à ces questions. Elles ont demandé au rapporteur spécial Philip Alston d'examiner l'utilisation de drones armés par la CIA au Pakistan. En pesant bien ses mots, il a écrit que l'utilisation de drones pour des meurtres ciblés n'est probablement presque jamais légale. Et il a condamné le manque de transparence de la CIA dans le choix de ses cibles. Le rapport que j'ai soumis au Conseil de l'ONU sur les droits humains touche à plusieurs sujets. Il y a des limites strictes concernant les personnes ciblées, et ainsi de suite. Le département de la Défense des États-Unis se conforme à ces règles, et il est fier de le faire de manière professionnelle. Or, d'après ce que l'on sait, la CIA n'a pas de telle structure en place. Il est possible qu'elle s'y conforme. Le problème, bien sûr, c'est qu'elle ne va rien dire. Ils n'ont pas de règles. Voilà le problème. Et même s'ils en avaient, personne ne les connaît, car ce sont des règles internes ultra secrètes. Parce que s'ils en parlaient, les gens sauraient ce qu'ils font. Et je me dis sans arrêt, allons, les Pakistanais savent ce qui se passe. Vous prétendez qu'il n'y a pas de programme de drone. Mais les gens que vous tuez savent qu'il existe un programme de drone. Sans ironie, les porte-paroles de la CIA répondent qu'ils ne peuvent confirmer ou nier sa participation à un tel programme. Mais ils peuvent confirmer avec certitude que pas plus de 50 civils ont été tués et qu'ils en rendent pleinement compte dans notre pays. Quand vos ennemis se cachent dans d'autres pays, le recours aux robots pour les trouver et les tuer semble raisonnable. Mais si on n'a pas à rendre de compte, en pouvant tuer n'importe qui, n'importe où, on ouvre peut-être une boîte de Pandore. Le postulat qu'on semble adopter, du moins aux États-Unis, c'est que, bien sûr, il faut éliminer cette personne. Il n'y a pas d'autres options. D'après la loi internationale, ça équivaut vraiment à de l'anarchie. Le coût de l'élimination de ces individus est en fait bien plus élevé qu'on ne le pense. Car on établit le précédent qu'on peut tuer presque à volonté. Les gens qui sont au pouvoir rédigent les lois, n'est-ce pas? Les États-Unis excellent à agir à leur guise, en soutenant que l'autre qui fait la même chose enfreint les règles. On peut agir ainsi quand on a la plus grande force armée du monde, apparemment. Et tout le monde sait qu'on est capable de mener une invasion. Nous en avons mené plusieurs. Le développement des systèmes terrestres, de l'autonomie et des essaims robotiques va-t-il inciter la CIA à constituer une armée de robots? Et si elle le fait, qui d'autre le fera? Ça s'apparente à un mauvais film hollywoodien, mais je n'invente pas cela. Et alors, au nombre de questions fondamentales que pose cette révolution de la technologie, il y a non seulement ce qu'on peut en faire, mais qui va l'utiliser? Quelles organisations pourraient l'utiliser et quelles organisations ne devraient pas avoir ce droit? S'ils peuvent utiliser ces armes autonomes, il n'y a plus de limite quant à ce qu'ils pourront utiliser sans supervision. C'est un avenir que je ne veux pas envisager.
It's a future I don't want to think about. Les robots militaires transforment la nature des affrontements. Ils éloignent les soldats du champ de bataille, imitent le monde animal et réécrivent les lois de la guerre. Mais pourrait-on aussi les retourner contre nous? Ces technologies, et on parle ici des systèmes robotiques armés sans équipage, ces technologies ne sont pas comme les porte-avions ou les bombes atomiques, qui mettent en œuvre de grandes structures industrielles. Est-ce facile de construire son propre aéronef autopiloté? Si on peut assembler une chaise Ikea, on peut assembler un aéronef autopiloté. Ce n'est pas entièrement branché et utilisé, et on n'en vend pas encore au Walmart, mais on n'en est pas loin. Le GPS, le sans-fil, la technologie Wi-Fi, les caméras, les capteurs, tout devient très abordable. Je m'appelle Chris Anderson, je suis l'éditeur du magazine Wired. Je dirige une communauté d'amateurs appelée DIY Drones. C'est la deuxième compétition annuelle de véhicules autonomes Spark Fun. L'année dernière, presque personne n'a complété le circuit. Il y avait un aéronef, le nôtre. Le but de la compétition Spark Fun? Construire un véhicule capable de faire le tour de l'immeuble entièrement seul. I'm from Victoria, BC. I'm from London in the UK. From Oklahoma. New York City. I'm 15 years old. I'm actually grounded. My grades plummeted because I was too busy working on this project. Yeah! Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Looking pretty good. I hope it doesn't hit that pothole up there. Our second completion for the day. Number 2! L'armée investit des milliards de dollars dans les robots autonomes. Ces amateurs sont limités à 300 $. Comment s'en tirent-ils? Be prepared to duck. Mieux que vous le pensez. So close. I think we're going to be within 10 to 15 meters of the corners. Nice. I can push it up above 70, but the building is so small, I'm holding it down to 55. On voit le vol complet d'un aéronef télépiloté qui a échoué. Voici la hauteur à laquelle il aurait dû voler. Et on voit qu'il a volé si haut que bien des gens ne se sont pas rendus compte qu'il était encore là-haut. On va donc passer environ 2 semaines à tenter de comprendre ce qui s'est produit pendant ce vol. Oui, on est du club de robotique aérienne de l'Université de l'Arizona. On vient de réaliser un vol autonome de 21 secondes et un atterrissage autonome. Nous en sommes très satisfaits. Il navigue à l'aide de ces capteurs à infrarouge montés dessus et sur le côté. On mesure la température dans l'air et au sol, et il y a un récepteur GPS à l'avant. Techniquement, il n'a pas besoin du relais au sol, ni de la radio. Il pourrait donc voler partout où on l'envoie. Ces moteurs coûtent probablement 3 $ chacun, sans blague. Mais si on le dotait d'un meilleur moteur, la vitesse grimperait en flèche. Quel est le plus rapide que tu aies vu, Josh? Le plus rapide était électrique, environ 300 km/h. Avec le temps, je pense qu'on va privilégier la précision. Les décollages autonomes, les atterrissages autonomes, la reconnaissance des images, les motifs, ce genre de choses. Des gens m'ont dit, je ne dirai pas pour qui ils travaillaient, mais c'est pour un grand entrepreneur de la défense. « Wow, ce que vous avez réalisé avec 150 $, on fait la même chose pour 2 millions. » Des gens ordinaires, dans leur sous-sol, leur garage, réalisent ce qui était l'apanage du complexe militaro-industriel. L'une de mes inquiétudes, c'est la facilité avec laquelle les terroristes ou les insurgés peuvent fabriquer ces armes. On peut en fabriquer 300, les charger d'explosifs, les envoyer dans une ville densément peuplée et rien ne pourrait les arrêter. La guerre sans risque est sans risque pour les militaires, pas pour les civils. Il y aura beaucoup plus d'attentats terroristes dans nos villes. Ce n'est donc pas vraiment sans risque. On ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir. Avec la croissance explosive de ces technologies des aéronefs télépilotés, nos adversaires vont envoyer des aéronefs télépilotés dans notre espace aérien. L'un des éléments auxquels on travaille très fort actuellement, c'est le moyen de neutraliser les aéronefs autopilotés de l'adversaire. L'une des grandes inquiétudes des forces de sécurité, ce n'est pas de voir arriver un de ces avions, mais d'en voir arriver 1000.
que ferait-on? On pourrait en descendre quelques-uns, mais pas tous. Ce n'est pas ce qu'on peut faire avec la technologie, mais ce qu'on devrait en faire qui compte aujourd'hui, dans le contexte historique. En toute logique, on peut avoir la certitude qu'à un moment donné, l'un de ces 40 pays qui possèdent des drones va devenir notre ennemi. Et s'ils peuvent les utiliser, on aura affaire à bien plus que des avions qui foncent sur les tours jumelles, n'est-ce pas?